Au début au moins, les envahisseurs s'efforcèrent de dominer leur écrasante victoire, conformément d'ailleurs aux ordres d'Hitler qu'il avait exigés de ses troupes. À Paris et ailleurs, les occupants étaient polis et corrects. Les occupés pouvaient presque les prendre pour des touristes. Mais le Troisième Reich reste le Troisième Reich. Il a des ennemis officiels, les Juifs, et le combat contre eux doit se poursuivre. Les conditions d'internement et d'hygiène sont désastreuses. Les internés ne pourront pas changer de linge pendant plusieurs semaines, car les gendarmes français qui les surveillent refusent systématiquement tous les colis apportés ou envoyés par les épouses. Ces gendarmes sont 150. Ils sont casernés dans les gratte-ciel qui jouxtent le camp. Ce qui marque les premières semaines passées à Drancy, c'est la faim terrible. La faim qui donne des envies d'étrangler son voisin, parce que mangeant plus lentement, il a encore quelques bribes de poireaux délavés qu'il déguste en haletant. 3 fois par jour, à 7 heures, à 13 heures et à 18 heures, les corvées allaient chercher la soupe. Le matin, on buvait du bouillon Magie, eau chaude, dans un récipient gras. Midi et soir, soupe aux légumes ou, parfois, parmi les exclamations enthousiastes, un interné particulièrement vénard découvrait une rondelle de carotte. N'importe. Claquant du bec, les détenus auraient bien avalé des litres de cette infamie pour se mettre quelque chose de chaud dans le ventre. Hélas, ils en touchaient à peine quelques cuillerées. Au bout de 10 jours, les internés ne tenaient plus sur leurs jambes. Dans la chambre, dans la cour, d'un seul coup, les hommes s'effondraient. La censure allemande veille et ni la presse ni la radio ne font la moindre allusion à la rafle ou à Drancy. Puis soudain, le 13 septembre, Paris Soir et le Petit Parisien, les 2 plus gros tirages de la zone occupée, font leur première page sur Drancy. Dannecker a fait venir les photographes et a donné le ton des articles. Le lecteur y apprend donc que Drancy est un camp modèle, où des internés privilégiés mangent à satiété pendant que la population souffre des restrictions. Moi, j'étais français. Je ne comprenais pas que d'autres Français m'internent. J'ai rien fait. Alors, à Drancy, tout d'un coup, on dit les Juifs français vont être libérés. Ah, les Juifs français vont être libérés. Ah, bah, enfin, je dis, ça, c'est bien. Bon. Le lendemain, c'était, ah oui, mais attention, les Juifs français d'origine. Ça veut dire d'origine. C'est quoi, il y a des Français neufs, puis des Français d'occasion. Je ne comprenais plus, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On descend dans la cour, là, puis c'est là qu'il y avait des espèces de tréteaux, ils avaient mis des plantes, puis des gars de l'autre côté, je ne sais pas si c'était des inspecteurs de police ou des employés, des inspecteurs ou de la préfecture, je ne sais pas. Et le gars qui était devant moi, une espèce de rougeau, là, gros, là, comme ça, il donne ma carte d'identité, bon, non, comme ça. Et lui, dans un réflexe, probablement, quand il me dit nationalité, sans me regarder comme ça, moi j'attendais ça, je lui dis français. Il me regarde, enfin, pas tout à fait, il regarde, il me dit, qu'est-ce que tu dis? Je lui dis français. Il me dit pauvre con, français de mes couilles, vous voyez. Et puis il me jette la carte d'identité au visage. Alors là, j'étais ratatiné. Ils ont eu les jetons qu'il y a une épidémie d'œdème dans le camp. Eux, tout de suite, les Allemands, l'épidémie, les microbes, ils ont donné des instructions à un médecin français de libérer les plus malades et, dans la foulée, les plus jeunes. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance d'être libéré du camp de Drancy. La barrière s'ouvre. Les Juifs qui étaient avec moi s'éparpillent. Je me retrouve tout seul devant le camp de Drancy. Et j'ai été étonné de voir les gens aller venir, passer devant le camp. Mais c'est incroyable, il y a un camp, il y a des gens en train de mourir ici, et les gens passent comme si rien n'était. Ah ça m'assied littéralement. C'est pas possible. Tant d'indifférence, c'est pas possible. Ça j'étais en pétard. Alors j'aurais été heureux d'être libéré. J'étais très en colère en vérité. Dans l'indifférence ou l'ignorance, Paris à 2 pas de Drancy vit sa vie de capitale occupée. Depuis la campagne de presse du mois de septembre 1941, les nouvelles du camp de Drancy sont rarissimes et l'opinion ignore tout. La presse aux ordres continue pourtant de lui parler des Juifs. En la consultant au début du mois de décembre, on peut y apprendre la création de l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France. L'UGIF est né de la volonté des Allemands, qui ont exigé que toutes les organisations juives fusionnent en une seule. Il s'agit pour eux de n'avoir qu'un seul interlocuteur auquel il sera plus facile de donner des ordres, en alternant les menaces et les avantages. La gestion des colis alimentaires destinés aux indigents est confiée à l'UGIF.
Ces colis complètent l'ordinaire du camp qui reste insuffisant. Selon Noël Calef, les gendarmes qui procèdent à la fouille obligatoire des colis en profitent largement. Pour les maîtres allemands, Drancy reste un camp de représailles. L'expression monumentale de leur haine et de leur détermination. Drancy est un vivier à juifs dans lequel ils peuvent facilement prélever le contingent d'otages à fusiller en cas d'attentat. En réalité, le cauchemar ne fait que commencer. Les nazis s'apprêtent à mettre en œuvre ce qu'ils appellent la solution finale de la question juive en Europe, et qui signifie en fait leur anéantissement. Drancy y salira son nom pour l'éternité. Le 20 janvier 1942, dans une villa cossue de Wannsee à Berlin, se tient la conférence qui organise les grandes lignes de ce processus de mise à mort systématique. Adolf Eichmann, le supérieur de Dannecker, rédige le procès verbal de cette réunion que préside Reinhard Heydrich, le grand patron des services de police du Reich. Le 9 juillet, Drancy s'attend à recevoir 2 à 3 000 Polonais. On sait désormais qu'il y aura parmi eux des femmes et des enfants. On a réservé l'aile centrale aux femmes. Les derniers détails de la rafle sont fixés lors de l'entrevue entre Pierre Laval et Karl Oberg. Laval a 2 motifs de satisfaction. Les Juifs arrêtés seront tous des étrangers, et la police française conduira l'affaire toute seule, en pleine souveraineté. À sa question sur la destination finale des déportés, Oberg lui répond que les Allemands édifient un État juif à l'est de la Pologne. Laval s'en contente. Pendant toutes ces aventures, mon père nous a suivis à la trace. Il a pris contact avec un type qu'il avait connu en Pologne, dans la petite ville dont son village dépendait. Et ce type s'appelait Israël Israelovitch. N'invente pas ça. Ce type était un des dirigeants de l'UJIF et mon père s'est payé le culot d'aller le voir. Il s'est souvenu de mon père. Il lui expliquait la situation. Il était très au courant, enfin en tout cas de la rafle et tout ça. Et il dit, bon, je vais voir... Disons les choses comme elles sont. C'était un collabo, comme on dit. Des Allemands, il y en a eu. Et ce type était devenu un des dirigeants de l'UJIF. Mon père m'a raconté la scène dans un bureau magnifique de la rue de Téhéran, dans le Paris 8e. Et tout ça en yiddish. Je pense toujours à ça. Si vous mettez ça dans un film, on vous croit pas. Il lui a donné des sous. Et devant lui, il a téléphoné. En allemand, probablement à la Gestapo, et il a signalé donc ma mère, ma sœur et moi, et il a dit, bon, ça y est, c'est fait. Mon père est reparti. Annette et Michel Muller sont épargnés, mais le coup de téléphone d'Israelovitch arrive trop tard pour leur mère, qui est déjà partie pour la Pologne et qui ne reviendra pas. Serge Klarsfeld m'a montré un document où il y avait les noms des enfants qui devaient partir dès le lendemain ou le surlendemain. Et en bas de liste, il y avait nos noms, ma sœur et moi, et qui ont été rayés. L'UJIF a obtenu que quelques enfants, et notamment ceux dont les Allemands recherchent toujours les parents en fuite, soient extraits du camp et placés dans un des orphelinats dont elle a la gérance. Mais ces enfants sont des exceptions rarissimes. Mon grand-père s'agitait beaucoup, pas dans la coulisse, mais il était libre à Paris. Il s'agitait énormément. D'abord, lui était espagnol, donc il était de toute façon plus ou moins protégé. Il faisait des pieds et des mains pour essayer de nous faire sortir. Et la seule ouverture qu'il ait trouvée à l'époque, semble-t-il, c'était de faire rentrer mon frère à l'UJIF, l'Union Générale des Israélites de France. Parce que quand on avait quelqu'un qui travaillait à l'UJIF, ça protégeait le reste de la famille. Et alors, ça a été très difficile pour lui de faire rentrer mon frère à l'UJIF, parce qu'en fait, il avait 15 ans. Ce qui fait que mon frère a travaillé à l'UJIF, et c'est ce qui fait qu'on a pu être libéré au mois de mai 1943, de Drancy. Quand les Allemands ont pris la direction du camp, tout a changé. Brunner prend le contrôle de Drancy, qui va devenir sa base pour opérer à l'échelle nationale. Brunner met dehors la police française. Le contrôle du camp revient aux Allemands, ce qui n'était pas le cas jusque-là. À l'intérieur du camp, les Français n'ont plus aucune autorité. Seule la garde extérieure du camp reste aux mains françaises.
Mais là encore, ça arrange Brunner, ça lui mobilise pas d'hommes, et ce sont des Français qui opèrent ce rôle assez ingrat. Donc il réorganise Drancy d'une double manière. Jusque-là, le camp se trouvait dans un état déplorable, les conditions de vie des internés étaient désastreuses. Brunner va demander à l'UGIF de ravitailler le camp alors que les questions de ravitaillement sont dramatiques parce que l'administration française se préoccupe pas du sort des Juifs de Drancy. C'est malheureux à dire, mais on était mieux nourris quand c'était les Allemands qui s'en occupaient que quand c'était les Français. Brunner va mettre en place des travaux de réaménagement qui vont quelque peu améliorer les conditions de vie. De même, sur l'organisation du camp, par exemple, le mâche-fer dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était noir et qui donnait une atmosphère un peu bizarre, a été remplacé par du ciment. La cour a été cimentée par des internés qui ont été désignés par les Allemands, mais qui a changé quand même l'aspect du camp. Mais c'était plus vivable que précédemment. Dans le même temps, deuxième phase, un durcissement ahurissant en termes de discipline à l'intérieur du camp. L'arrivée de Brunner et de ses hommes, c'est la violence au quotidien contre les Juifs par les SS. Les Français nous traitaient mal, nous parlaient mal, faisaient leur travail avec zèle. Mais j'ai pas été témoin, en tout cas, de coups qui ont été donnés par les gendarmes aux déportés. Par contre, j'ai vu des Allemands frapper des déportés. Donc il y avait d'un côté l'amélioration des conditions de vie, mais d'un autre côté l'inconvénient de la crainte, de la souffrance, de la peur. Ayant chassé les Français, l'administration française hors du camp, il va y substituer une administration juive. Les camps de concentration ont toujours été gérés depuis leur ouverture dans le Troisième Reich par les détenus. C'est un des grands vices des nazis que de se décharger d'un maximum de fonctions sur les détenus afin d'entretenir une hostilité entre les détenus et entre les différentes catégories de détenus. En modifiant profondément la gestion du camp de Drancy, Brunner ne perd pas de vue son objectif essentiel: augmenter le nombre des déportations. Il y déploie un zèle de fanatique. Pour trouver des juifs, comment est-ce qu'on fait ? Vous avez les locaux de l'UGIF, puisqu'on sait que les gens qui sont à l'UGIF sont des juifs. Donc les locaux de l'UGIF vont généralement être visés par Alois Brunner et ses hommes. Mon frère avait à peine 15 ans et demi, c'était le seul qui travaillait. Il se présentait à l'UGIF tous les jours. Il n'est pas rentré déjeuner. Alors, un quart d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, mes parents commençaient à se dire, qu'est-ce qui se passe ? On téléphone à l'UGIF, pas de communication possible. Donc, on est partis tous les trois, à pied, jusqu'à la rue de la Bienfaisance, pour voir ce qui se passait. Et là, on a tout de suite compris, la rue de la Bienfaisance était coupée, et il y avait des autobus un peu plus loin, je crois que c'était le 19 rue de la Bienfaisance, ça je suis pas sûr, et il y avait des autobus qui faisaient monter tout le monde. Donc on a compris qu'ils étaient en train de vider l'UGIF, et c'est ce qui s'est passé. Mais il a dû pressentir que s'inquiétant, on allait venir voir ce qui se passait. Et de la plateforme de l'autobus, les autobus étaient à plateforme à l'époque, et il a fait ça de la main pour montrer qu'il nous avait vus. Et c'est la dernière fois en fait. Aucun des 11 000 enfants de moins de 15 ans n'a survécu.